Bonjour, je m'appelle Charlotte Van Rose et vous écoutez Drop the Mic, un podcast de compta libre qui donne la parole aux entrepreneurs. Un entretien qui aborde les déclics, les succès, parfois les échecs, les craintes, mais surtout les joies et les étapes clés qui façonnent les personnalités. Pour ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir Jonathan Anglove, cofondateur d'Aircall. Son récit n'est pas de ceux que l'on oublie instantanément. Par les épreuves traversées et les rencontres marquantes sur son chemin, Jonathan s'est forgé une personnalité hors du commun et persévérante. Bienvenue à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Très belle écoute à tous. Bonjour Jonathan, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Salut Charlotte. Je viens t'inviter à te présenter d'abord. D'accord, alors je m'appelle Jonathan Anglove, j'ai 35 ans depuis peu, je suis un des cofondateurs d'Aircall, qu'on a créé maintenant il y a à peu près 7 ans, avec comme ambition de révolutionner la téléphonie d'entreprise, de permettre aux sociétés, où qu'elles soient dans le monde, de mettre en place l'intégralité de leur système téléphonique, que ce soit pour un centre d'appel ou pour les fonctions administratives, de mettre en place toute la téléphonie et de l'intégrer à tous les outils métiers que les entreprises utilisent déjà, notamment les CRM, les helpdesk ou n'importe quel outil finalement qui a un intérêt de s'intégrer avec un système de téléphonie et donc pour garder la data au bon endroit et être utilisé de manière intelligente. Très bien. Et j'aime bien, moi, pour ce podcast, qu'on revienne un peu loin dans ton parcours. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu as grandi, d'où tu viens. Écoute, je viens de Paris, je suis né à Paris. J'ai grandi toute ma vie à Paris jusqu'à peu près mes 13 ans où j'ai dû déménager en banlieue parce que la vie a fait que ma maman ne pouvait plus s'occuper de moi et je me suis retrouvé en famille d'accueil assez jeune. Et je suis parti dans 2 banlieues différentes. Ça a été un peu le choc des cultures, puisque moi j'ai grandi dans le 15e et j'étais à l'école dans le 16e, donc plutôt côté BCBG. Et du jour au lendemain, en fait, on n'a plus rien, on se retrouve dans une cité HLM, avec rien, avec des soirs où on a faim. Et ça change d'une vie, en fait. Et voilà, et après, j'ai continué mes études, je me suis accroché à ça. J'étais donc ce qu'on appelle un enfant de la DAS à ce moment-là. Alors la DAS n'existe plus maintenant, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai continué ma vie en me disant, de toute manière, j'avais toujours cette ambition de créer quelque chose, d'être mon propre patron. De toute façon, je voyais bien que j'étais pas le meilleur à l'école, j'étais pas le meilleur en tant que dans mes jobs étudiants. C'était quoi ton parcours scolaire à la base ? T'as fait un truc général Non, non, évidemment que non. J'ai rien fait de normal. Hein. Non, j'étais donc en 3e, après j'ai fait mon lycée. Et au lycée, en seconde, on m'a dit, écoute Jonathan, ils étaient au courant au lycée que j'avais une assistante sociale qui s'occupait de moi, que j'avais un juge d'enfant. Et il me dit, écoute Jonathan, vaut mieux que tu ailles faire un bac technologique, on pense pas que tu pourras tenir le rythme du bac général. Pourtant, j'avais des notes correctes, j'avais 11-12 de moyenne, plutôt 11 en seconde, mais... Vis-à-vis de ta vie perso, tu penses ? Ouais, vis-à-vis de ma vie perso, il disait, on pense qu'il faut que tu fasses ça. Okay. J'ai dit, bon, ok. C'était les assistantes sociales qui te disent ça, et puis... À cet âge, t'es tout seul à prendre tes décisions, du coup ? Bah oui. De toute façon, ma mère parlait à peine français, n'avait pas fait ses études en France, c'est une immigrée bulgare, donc elle était incapable de me conseiller, et puis de toute façon, pour elle, ne serait-ce que faire des études, c'était juste incroyable. Et donc du coup, la conseillère d'orientation, je m'en souviendrai toujours, hein, qui me disait, non, mais vous pouvez pas faire ça, Jonathan, faites ça, ça vous va bien. Donc j'ai fait un bac techno, bac technologique, qui s'appelait le bac STT à l'époque, sciences et technologies tertiaires. Alors que moi j'aurais voulu faire ES, mais bon, on m'a dit, va là-bas, tu t'en sortiras mieux. J'ai dit, bon, ok. Donc j'y suis allé, et puis ça s'est bien passé, j'ai eu mon bac avec mention, en vrai, donc c'était pas si mal que ça. Félicitations. Et après, il y avait quelque chose qui me titillait, où je me disais, il faut que je fasse des études pour réussir. Autour de moi, je me disais, je dois faire des études, je dois y arriver. Et je me battais toujours. Et puis finalement, à force de petits virages, de petites, on va dire, de malignerie, j'ai fini à l'ESCP. Alors que normalement, on rentre que après une prépa. Ouais. Moi, j'ai fait les admissions parallèles. T'étais un élève plutôt bosseur ou... Non, j'étais clairement un élève moyen. Okay. Vraiment le gars moyen. Qui se laisse. Non, et le gars moyen insupportable, qui a toujours un truc à dire, qui est bavard, c'est-à-dire qu'on peut pas lui mettre un conseil, un avertissement au travail, on peut pas, parce que j'ai 10-11 de moyenne, et on lui met plutôt des avertissements de conduite. Et
J'étais l'élève moyen, incapable de bosser chez moi. Dès lors que j'ai mis les pieds en dehors de l'école, je ne pouvais plus rien faire. Oui. Et ça, c'était horrible, mais c'était comme ça. Tu faisais d'autres choses. Je faisais d'autres choses, non, mais je travaillais en plus en parallèle. Fallait bien payer ses études. Donc, j'ai fait tous les jobs étudiants possibles et imaginables. J'étais livreur de pizza, livreur de journaux. Vous voyez, à la sortie du métro, j'étais un de ces gars. J'étais caissier, j'étais serveur. Je fais tous les jobs, honnêtement. Hein. Hôtesse d'accueil. Mais donc, tu avais quand même envie de bosser, c'est juste que les études. Il fallait que je bosse pour vivre. Oui. En fait, sinon, je mangeais pas. Donc, et je payais pas mon loyer. Donc, fallait bien que je gagne un peu de sous. Donc, je me débrouillais pour gagner un peu d'argent assez rapidement. Et vers 19 ans, 20 ans, moi, j'étais passionné. J'ai toujours été passionné d'immobilier. Et vers 19 ans, je me dis, bon, voilà, il va falloir que je fasse un emprunt étudiant, parce qu'il me faut quand même de l'argent. Il va y sûrement y avoir des échanges universitaires. Et je me rends compte que ma banque fait des prêts étudiants. Et là, je postule pour faire un prêt étudiant, j'envoie le dossier, etc. Et je l'obtiens. Étudiant à l'ESCP, du coup? Non, là, bien avant. Ok. En première année d'IUT, en fait. Ok. Et là, je me rends compte que du jour au lendemain, je reçois, je sais plus, 25 ou 30 000 euros sur mon compte en banque. Comme ça, sans question. Je me dis, c'est que sympa, dites donc. Pas mal. Et surtout que j'avais pas spécialement besoin de l'argent à ce moment-là, parce que les études n'étaient pas chères à l'université. Okay. Et je me dis, je vais investir cet argent. Et j'investis, j'achète ma première chambre de bonne, pas très loin, rue Maubeuge. Je la mets en location. Mon loyer couvre largement mon prêt. Donc, à 30 000 euros, une chambre de bonne, quand même, je veux bien que ça ait augmenté, mais... On est en 2009 à ce moment-là. Ouais, on est en 2009. Il y a 11 ans. Plus d'11 ans. Ouais. Et ouais, c'était 30 000 euros. Et je l'ai rénové pour 5 000 euros. J'ai fait mes rénovations moi-même avec un copain. Pire erreur de ma vie. Oui, tout le monde ne peut pas forcément faire ça. Non, le BTP, c'est dur. Il faut le savoir. Il ne faut pas se lancer dedans si on n'a pas les reins solides. C'était très dur. Très dur. Le ponçage. Je me souviens, j'arrivais à l'école. Parfois, quand j'avais cours l'après-midi, j'arrivais l'après-midi couvert de poussière sur les cheveux. Bon, tu vois un peu mes cheveux, ça se voit, quoi. Et ouais, c'est pas facile, mais bon, quand je la mets en location, je me rends compte qu'en fait, j'ai rien gagné de l'argent sur un prêt. C'est trop bien. Plus le prêt, il devait être de 200 euros par mois, et moi, je la louais 500 euros par mois, donc je gagnais 300. Et j'ai vite fait le calcul que si j'en achetais 10 et que je faisais ça 10 fois, je gagnais 3 000 euros par mois et j'étais encore étudiant. Oui, donc tu as déjà cette envie de... Oui, et c'est ce que j'ai fait. Ouais, okay. Et du coup, à un moment, j'ai pu arrêter mes jobs étudiants, et puis je vivais très bien de mes petites combines immobilières qui fonctionnaient bien. Je gagnais plus d'argent que mes copains qui avaient des parents très, très riches. Mais on t'a refait des prêts quand même? On t'a accepté des prêts? J'ai fait 10 prêts dans 10 banques différentes. Ok. Ce qui est pas illégal. C'est pas légal, mais c'est pas illégal. Donc en fait... c'est pas tout à fait recommandé. C'est pas recommandé. Les banques n'ont pas de fichiers centraux, donc en fait, ils pouvaient pas le capter. Et puis en fait, tant que tu les rembourses, ils sont contents. C'est ça en fait la réalité. Et donc j'ai fait ça jusqu'à l'ESCP, mais ça m'a payé ma vie. Et après, j'ai fait quelques années en finance. Au début, à l'école, tout le monde dit il faut faire de la finance ou du conseil, finance-conseil. J'ai fait les deux du coup. Je me suis plutôt accroché à la finance, c'est plutôt ce qui me plaisait, notamment en finance de marché, les entreprises, l'analyse fondamentale des sociétés, tout ça, ça m'intéressait pas mal. C'était cool, mais on est en 2011 à ce moment-là, on est au fin fond de la crise, et crise financière, crise de l'Europe, crise de la dette, enfin bref, toutes les crises qui se sont enchaînées depuis 2007. Et c'est vraiment le pire moment, mais bon, je m'accroche quand même, je fais des stages, chaque maître de stage me dit « Mais pourquoi tu viens bosser en finance ?» Enfin, c'est un peu bizarre. Ah ouais. Il y a une ambiance vraiment bizarre, hein, parce qu'on nous dit « Pourquoi vous êtes là ?» quoi. Alors que nous, mais c'est un peu le trajet habituel quand tu sors d'une école de commerce, non? C'est ça, mais tout le monde disait « Pourquoi vous voulez faire ça ?» quoi. Ouais. Bon, l'histoire a montré qu'ils se sont tous trompés, parce qu'aujourd'hui, la finance porte pas si mal, c'est un peu l'euphorie sur les marchés. Et donc... je fais ma petite vie en finance et je pars à Londres. Sauf qu'au fond de moi, je sais que c'est pas fait pour moi. Je sais que, je serai pas le meilleur employé. Je serai pas le meilleur financier. Je serai pas le meilleur broker. Je serai pas le meilleur trader. Je serai pas le meilleur investisseur. Il y a quelque chose d'autre qui me passionnait au fond de moi. Toi, t'as envie d'être le meilleur ou pas? Non, mais en tout cas, j'allais pas exceller. Okay. J'allais pas faire la différence. Et encore pire, je savais qu'il y avait des gens meilleurs que moi.
c'est dur de te dire, en fait, tu te bats, mais tu seras jamais le meilleur. Oublie, tu seras jamais le meilleur. Et je serai jamais le meilleur. Pourquoi ? Parce que j'avais peut-être pas cette passion que certains avaient, j'avais pas non plus le parcours scolaire. Beaucoup avaient fait des classes préparatoires, avaient un niveau en mathématiques qui était bien supérieur au mien, et donc étaient bien meilleurs sur tout ce qui est en finance, c'est énormément de maths, et notamment de calcul stochastique, des choses que j'avais pas. Que toi, tu n'avais pas eu dans ta scolarité. Non, j'avais pas eu, et donc je débarquais un peu comme un cheveu sur la soupe. Okay. Et bon, c'est un peu difficile en vrai, et finalement je me dis, qu'est-ce que j'ai réussi ces 10 dernières années ? J'ai plutôt fait pas mal de trucs en immobilier. Entre-temps, le marché s'est un peu retourné. J'ai revendu une partie des chambres de bonne. J'ai acheté plutôt des studios et des 2 pièces. Je faisais du Airbnb, ça marchait pas mal, c'était cool. C'était le début. Ouais, c'était le début d'Airbnb, ça marchait super bien. Ouais. Et en fait, je me dis, en fait, je suis bon à faire quelque chose par moi-même, pas que quelqu'un me dicte exactement quoi faire. Je suis pas un créatif, mais un petit peu. Ça veut dire que j'aime bien prendre mes décisions, prendre mes responsabilités et y aller. Quitte à me planter, hein. L'histoire montre d'ailleurs avec Aircall qu'on s'est beaucoup planté. Mais je trouve que chaque échec a été une belle leçon, une leçon d'humilité, une leçon pour nous aussi d'apprendre et d'aller plus vite après. C'est pas du tout tabou pour toi l'échec. Pas du tout. Ça l'est un peu parfois. Ah non. Ah bah non, mais Aircall, c'est l'histoire d'échec. Tous mes premiers employés qui sont là, le plus vieil employé maintenant qui est chez nous, ça va faire 6 ans et demi qu'il est avec nous. 6 ans et demi. Il nous a vu échouer. Remonter, échouer, remonter. Et ces échecs, c'est ce qui ont fait notre ADN. Mm-hmm. C'est l'ADN de dire l'échec, c'est pas grave, faut juste savoir rebondir. Toucher le fond, c'est pas grave, faut juste savoir remonter. Et l'histoire a montré qu'aujourd'hui, on a créé une culture d'entreprise qui est une culture de l'humilité, une culture de la cohésion entre les équipes. Comment on bosse ensemble, comment on réussit tous ensemble. Je déteste les gens qui veulent réussir individuellement. Ça, tu penses que c'est inné chez toi ou c'est quelque chose que tu as appris dans ton parcours professionnel avant ? Qui t'a peut-être manqué dans tes stages ou des trucs et tu t'es dit... Peut-être, ouais. Peut-être. En fait, dans les sociétés traditionnelles, on a toujours l'impression qu'on bosse pour quelqu'un, pour la réussite de quelqu'un, ou dans l'objectif d'aider quelqu'un à faire quelque chose. Chez Aircall, on a essayé d'inverser les dés en disant... En fait, tu bosses pour toi. Si tu réussis, on réussit. Si on réussit, tu réussis. Et en fait, l'aventure, elle est commune. Ouais. Et c'est vachement fort, en fait, quand tu bosses comme ça. Même quand tu as autant de salariés que vous en avez chez Aircall. Vous arrivez à garder ça. Aujourd'hui, Aircall, c'est 600 salariés. On est fin 2021. En 2022, on devrait être dans les 900, un peu plus de 900. L'ADN reste la même, puisqu'en fait, tu redescends d'un niveau à chaque fois et tu agrandis l'arbre. Mais moi, j'essaie de garder cet ADN. En fait, je suis beaucoup plus impressionné par quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et qui préfère parfois y aller à pas de chat, quitte à se tromper, mais à tout de suite savoir qu'il doit rebondir, que quelqu'un qui y va comme un bourrin, sans trop réfléchir, et on verra où ça nous mène. Et c'est bien, d'apprendre l'humilité à ses dépens aussi, de faire des erreurs et de continuer à avancer. Et aujourd'hui, l'histoire montre qu'après 7 ans, on a 600 personnes chez Aircall, 900 demain. Une aventure qui devrait se finir au Nasdaq, enfin pas finir, qui devrait continuer au Nasdaq, aux États-Unis. C'est une belle histoire. Moi, j'ai les étoiles dans les yeux parce que j'étais pas prédestiné à ça. Je pense que personne n'est prédestiné à ça. Et d'ailleurs, on vient d'une famille très aisée ou d'une famille extrêmement modeste. En fait, personne s'attend à arriver à des niveaux comme ça. Et en fait, personne n'est préparé. Et donc, du coup, c'est un rêve tous les matins. Oui. Je vois bien que j'ai une chance inouïe. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. J'ai eu de la chance dans notre travail avec mes associés. On aurait pu aussi échouer. Beaucoup d'entrepreneurs. Tu penses que la chance est plutôt du côté de ceux qui font des grandes écoles et qui sont, entre guillemets, peut-être prédestinés à réussir, de par leur parcours un peu plus réglementé? Moi, je vais te dire, je suis pas du tout de cette école qui critique les gens qui viennent des bonnes familles, des trucs, parce qu'en fait, alors oui, ils ont un peu plus de chance, mais la réalité est que c'est le travail qui paye. Ouais, la personnalité de chacun.
Non, et le travail. Ouais. Le travail. Tu vois, il y a une expression que j'aime bien qui est hard work beats talents when talents fail to work hard. Et donc, en fait, tu peux avoir beaucoup de talent si tu travailles pas, tu feras rien. Tu peux ne pas avoir de talent, ce que je trouve qui est mon cas. Et non, et travailler comme un âne. Ok. Et tu vas y arriver, en fait. Et il y a un moment, tu vas y arriver. C'est comme ça, c'est mathématique. Plus tu travailles, plus tu as de chances de réussir. Moins tu travailles, moins tu as de chances de réussir. Donc, être bien né, bah, ça peut aussi desservir dans certains cas. Maintenant, l'histoire montre, et les statistiques montrent que dans la French Tech, 99% des patrons ce qu'on appelle le Next 120, Ok. donc les 120 plus grosses boîtes tech de France, Ok. c'est 95% ont fait des grandes écoles. Oui. Bon. Et Qui peut-être dit parce grande qu'on t'apprend école, justement à bosser dans ces grandes écoles. peut-être, ouais. On t'inculque un peu le goût du travail. Peut-être, et on t'ouvre... Enfin, en tout cas, tu as une ouverture d'esprit qui est différente, et peut-être une ambition qui est différente. Mhm. Moi, quand je me suis retrouvé en famille d'accueil, et c'est là où il y a pas de l'injustice, mais c'est là où c'est un peu difficile pour un jeune qui vient des quartiers et qui doit se débrouiller tout seul, c'est on est mal orienté. Hein. Les conseillères d'orientation, elles sont là pour faire avancer le schmilblick, pas pour te faire réussir. Oui. Et donc moi, je me souviens, hein, quand j'étais en ZEP, donc zone d'éducation prioritaire, pour ceux qui connaissent, c'est assez... Enfin, c'est particulier, hein. C'est pas un collège ni un lycée comme les autres. Hein. Ouais. Et en fait, on est content d'avoir un métier, en fait. Quand on est dans ces écoles, on est content d'avoir un métier, de pouvoir avoir un salaire. Ce qui est très différent c'est vivre pour subvenir à sa vie ou vivre pour réussir. Mhm. Maintenant, on peut être content en gagnant un salaire au SMIC, c'est pas le problème. Mais l'objectif dans ces écoles, en tout cas dans les quartiers, ce qu'on donne comme objectif, c'est d'avoir juste un métier. Oui. Et moi, j'essayais d'aller plus loin. Moi, je voyais bien que j'allais pas être le meilleur métier dans mon métier. Alors, quand j'étais serveur, bah, j'étais pas le meilleur, loin de là. J'étais peut-être même le pire. Et tu savais même, quand tu étais dans ces petits jobs et tout, que Mais j'étais pas tu bon. avais envie de... Alors, soit j'acceptais le fait d'être pas bon et Ouais. d'être moyen. Ouais, j'étais serveur, j'étais un mauvais serveur. Vraiment. Mais Je me suis t'arrivais à renversé te le dire plateau quand 20 même fois que t'allais dessus. être meilleur ailleurs. C'est quand même... Non, je me disais juste, faut que j'arrête d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, ou faut que j'arrête d'essayer d'être bon là où je ne le suis pas. Mhm. Donc réfléchis maintenant dans quoi tu es bon. Dans quoi tu peux faire la différence. Et comment on le sait? On ne sait pas. On fait des erreurs, on essaye et on voit. Il y a un moment, je te jure, j'avais vraiment envie d'être avocat. C'était Ok. mon rêve d'enfant. D'accord. Ma première année après mon bac, j'ai fait une année de droit. Mais je me suis cassé la figure. Mais c'était abominable. J'étais nul, en fait. J'étais vraiment mauvais. Je me suis rendu compte que les études de droit, c'était vraiment énormément de par cœur. Je suis pas bon dans le par cœur. Bon, bah voilà. Ouais. En janvier, février, j'ai mis les voiles. Et c'est un échec, honnêtement. J'ai perdu une année à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, en fait, on va voir. Et donc, je faisais des études. Mais alors, il y a l'immobilier qui m'a passionné. Il y a la tech, moi, depuis que j'ai 11 ans, j'ai un ordinateur. 11-12 ans. Mhm. Que ma maman m'avait acheté quand on avait encore un peu d'argent. Et puis j'étais toujours un peu dans le logiciel, je regardais le logiciel, comment ça fonctionnait, comment tout ça tournait, et c'était pas mal en fait. Je me suis créé une culture, on va dire Ouais. une culture geek. Mais pourtant, t'es pas du tout tech. Je suis pas du tout tech, mais j'ai la culture. Ouais. Et je pense que c'est hyper important. C'est de comprendre comment un logiciel fonctionne, comprendre comment on apporte de la valeur. Et en fait, Aircall, c'était ça. Je me souviens, quand j'étais en finance, j'étais à Londres. Je passais beaucoup de temps au téléphone, parce que quand on est broker, en fait, on est tout le temps au téléphone avec les clients, etc. À Londres, t'étais en stage du coup? Non, j'étais en job là. Bah, c'est déjà... ok. Et je me souviens, quand un client me disait quelque chose et que j'avais pas bien compris, il fallait que j'aille réécouter l'appel. Et alors là, c'était la croix et la bannière. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est bizarre quand même que pour réécouter l'appel que je viens de passer, soi-disant dans une banque où le téléphone fait 1 mètre carré, il est énorme, se disant des trucs les plus sophistiqués qui soient, puisque c'est utilisé par les banques, tout est live, etc., que ce soit aussi compliqué, il fallait aller sur un autre ordinateur, dans une autre salle,
dès qu'on cliquait sur avancer l'appel, ça plantait, il fallait attendre, il fallait réécouter tout l'appel pour... Enfin bref, c'était pas du tout bien foutu. Okay. Et je me disais, il y a quelque chose à faire dans la téléphonie. Et un de mes premiers investisseurs me présente Olivier, mon associé. Et lui aussi, il avait réfléchi à cette problématique. Et Aircall est né comme ça, quoi, avec l'idée qu'on doit rendre l'installation dans une entreprise de la téléphonie extrêmement simple. Que ce soit pour un centre d'appel de 200-300 personnes qui font 15 000 appels par jour, ou que ce soit pour le petit service client ou l'équipe commerciale d'une PME de 50 personnes qui a besoin d'avoir un téléphone et être joignable, et tout ça en 100% logiciel, tout ça intégré à tous les outils que l'entreprise utilise déjà. De le rendre simple, en fait. C'était ça l'objectif, le rendre simple. Je pense qu'on a réussi vraiment l'objectif de le rendre simple. On a créé vraiment un nouveau segment qui était de dire, en fait, la téléphonie, il faut que ce soit du SaaS, Software as a Service. C'était le début un peu du SaaS à ce moment-là, en 2013-2014. Et les gens n'y croyaient pas, et en fait, finalement, ils se sont rendus compte que le pain de mettre en place un système de téléphonie était vraiment, vraiment réel. Donc on s'est dit, on tient quelque chose, et après on s'est dit, il faut qu'on le rende simple, ça on l'a fait, mais il faut qu'on le rende plus productif, que les équipes puissent passer plus d'appels par jour, puissent en recevoir plus, puissent apporter plus de valeur à la personne qui les appelle. Donc, j'en sais rien, dans un service client, être reconnu. De dire, bah, bonjour Charlotte, merci de nous appeler, je vois que la semaine dernière, vous nous avez acheté un frigo, une cuisinière, n'importe quoi, une télé. Est-ce que vous avez tout reçu? Voilà. C'est-à-dire qu'on remonte les infos à l'endroit où elles doivent être, et l'aventure est partie comme ça. Et du coup, tu quittes ton job, ou comment ça se fait ton début d'entrepreneuriat? Bah, je quitte Londres, je reviens un peu ruiné. Et ton associé était déjà dans un job aussi? Ouais, lui était déjà dans un job, travaillait dans la métallurgie, dans des boîtes qui font 1-2% d'EBITDA, donc des boîtes où chaque centime compte. Et puis on se lance, on commence dans nos premiers bureaux rue du Sentier, tu vois, c'est assez comme dans les films, quoi. C'est dans le garage rue du Sentier. C'était vraiment ça, c'était des bureaux mais miniatures. Donc là, vous voyez, là, on est dans une salle, on doit faire 10 mètres carrés, on est 3 dedans. Toute l'histoire des garages américains. Ouais, alors c'était pas un garage, mais c'était pire qu'un garage. C'est-à-dire qu'on avait la moitié de ça, on était les 4 premiers associés. Et on était en face d'un hôtel qui était en construction. Je peux vous dire que ça tabassait. Ils ont détruit un immeuble devant nous. Et ils ont reconstruit un hôtel. Et ça a été 2 ans, mais vraiment, un bruit, vous pouvez même pas imaginer. Les vitres tremblaient et tout. Et je me souviens, j'appelais les clients me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Et tout le monde pensait que c'était les lignes Aircall. Alors Aircall fonctionnait pas bien non plus. Mais du coup, j'en profitais pour dire, oui, non, mais c'est les travaux à côté, ils cassent tout. Désolé. Et ouais, on a commencé comme ça. Et honnêtement, l'aventure est allée assez vite, en fait. Elle est allée assez vite parce que au bout d'un an, un an, on faisait 1 million de chiffre d'affaires récurrent. Un an plus tard, au bout de 2 ans, on en fait 3. Un an plus tard, on en fait 9. Puis la 3e année, pratiquement... Comment c'était réparti? À partir de quand vous avez commencé à recruter des gens et tout? Très tôt. Il y a un profil tech, j'ai 2 cofondateurs tech, 2 cofondateurs business. Moi, je suis sur la partie business. On a commencé par des stagiaires, on a eu 2 stagiaires, brillantissimes, grande école, super profil. Ils sont toujours là ou pas? Non, elles sont parties monter leur boîte, les 2. Donc moi, je suis très fier. Et elles nous rejoignent, elles lancent avec nous, finalement, c'est le début. Nous, on avait bossé 1 an avant. Elles nous rejoignent pour notre première levée de fonds de 800 000 €, 800 000 $ même. Et nous, on part à San Francisco à ce moment-là. On est en juin, on annonce. En juillet, on part à San Francisco pour faire un accélérateur américain qui s'appelle 500 Startups. Et on laisse les stagiaires tout seuls à Paris, quoi. La chance qu'on a, c'est que c'est 2 stagiaires bosseuses, hyper rigoureuses et tout, donc ça se passe bien. Alors nous, on se fait des calls avec tous les jours, à minuit,
heure locale, 9h, heure de Paris. Oui. Donc c'est embêtant pour tout le monde. C'est embêtant pour nous parce que minuit, tous les soirs, se faire un call, c'est vraiment fatigant. Et 9h pour elles, c'est chiant parce qu'elles doivent être au bureau à 9h. Voilà. Et en fait, on s'accroche et ça tient. Moi, je reviens à Paris en septembre, mi-septembre. Okay. Et là, on attaque fort. On faisait 10 000 de chiffre d'affaires par mois de MRR. On faisait 10 000 par mois en juin. Je reviens en septembre, on est à 30 000. Okay. On a fait x3 en 3 mois, quoi. Et là, on attaque jusqu'à fin décembre. On lève nos premiers 2,75 millions, presque 3 millions. Et l'aventure est lancée, en fait. On passe d'un bureau où on était 4, enfin, si on peut appeler ça un bureau, mais un petit espace au sein d'un autre bureau. Après, on passe dans d'autres bureaux. Quand je reviens, on n'a pas de sous. Hein, donc, on est littéralement, on est 8 dans une salle, enfin, une pièce qui doit faire 6 mètres carrés. On est 8 dedans, on est alignés. Ça bosse. Ouais, ça bosse, mais ça bosse bien. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont là, à ce moment-là, aujourd'hui, c'est tous des entrepreneurs. Donc moi, je suis super fier. Je suis un entrepreneur qui a une fierté de malade pour les gens qui ont travaillé pour nous et qui aujourd'hui créent des super sociétés dans lesquelles je suis souvent soit investisseur, soit même associé. Et il n'y a pas mieux comme reconnaissance, en fait, c'est de voir ça, de voir d'autres gens réussir. Et on s'est accroché, et après on a pris un premier bureau, puis un deuxième. Là, on est dans le troisième. Et là, on est déjà en train de chercher autre chose, parce qu'on est un peu à l'étroit. Ah oui, c'est ça. Alors que c'est quand on est arrivé là, déjà, c'était démesuré. Ouais. Et je pense que l'aventure de l'entrepreneur, c'est ça, c'est tous les jours voir quelque chose auquel il s'attend pas et qu'il n'aurait jamais imaginé. Et j'ai une chance inouïe d'être où je suis. Je souhaite à n'importe qui de pouvoir vivre une aventure comme ça, de se dire, je suis fier de mon produit, je sais que j'apporte de la valeur, j'ai une équipe solide qui se bat pour moi, qui se bat pour nous, pour l'entreprise. Et on va révolutionner ensemble un marché qui est qu'on se le dise honnêtement, qui est un marché de merde. La téléphonie d'entreprise, ça fait rêver personne, quoi. Ouais, c'est important. Bah voilà, c'est important pourtant. Et en fait, en pensant de vouloir faire rêver personne, en fait, on s'est fait, nous-mêmes, on a rêvé. Et peut-être que c'est une question de génération aussi, parce que maintenant, la fintech, ça fait beaucoup plus rêver peut-être que les années où vous avez monté la call. Peut-être, je pense qu'on n'a jamais fait rêver, hein. La téléphonie n'a jamais fait rêver personne, mais nous, on en a rêvé. Nous, on a rêvé d'une téléphonie meilleure, de quelque chose de plus sympa, de mieux utilisable. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est l'émulsion de 4 entrepreneurs qui ont une idée, qui embarquent des équipes avec eux et qui arrivent à convaincre tout le monde qu'en fait, c'est incroyable ce qu'ils font. Et c'est ça, en fait. On est parti avec une idée, on en a créé un produit. Ce produit a évolué au fil de l'eau. Et nous voilà là, 7 ans plus tard, avec, comme tu disais tout à l'heure, plus de 600 salariés. C'est une aventure de dingue, quoi. Ah oui, c'est très vite. Et ce volet international, il a pris dès le début, du coup? Ouais, dès le C'était début. hyper important pour toi? Il n'y avait pas de logiciel sans être international, quoi. Okay. Tu vois, historiquement, dans ma culture geek, quand j'étais plus jeune, un logiciel, tu l'utilisais, il n'y a pas de barrière, hein, un logiciel. Bien sûr. Tout le monde a utilisé, je dis n'importe quoi, mais Nero Burning Rom pour graver des CD. Qu'on soit en France, en Allemagne ou aux US, tout le monde utilisait des trucs comme Nero, tout le monde utilise Windows, tout le monde utilise à l'époque les Macintosh, c'était international. Donc un logiciel devait être international, par définition. Et là, votre marché, il est quasiment presque plus important à l'étranger qu'ici, non? Beaucoup plus. Ouais. 15% du chiffre d'affaires est en France. Okay. Donc, jour 1, on s'est dit, on n'a pas de barrière. Et c'était un de nos avantages. Les opérateurs telco, historiquement, ils sont opérateurs dans un pays et ils font de la téléphonie dans un pays. Bah, okay. Nous, on a décidé de la faire dans le monde entier. Et ça, c'était un de nos avantages concurrentiels au début. Et on a adressé les pays de manière très agressive. Et ça fait comment cette conquête Bah, c'est un peu les Gaulois. Hein. C'est au téléphone, on appelle, on envoie des emails. Vous connaissiez personne sur place ou si aux États-Unis, non, personne. On est vraiment arrivé. En français.
Ouais, mais un peu avec des rêves plein les yeux, quoi. Et on a vite été déçus, quoi. On s'est dit, ah ok, en fait, le rêve américain, beaucoup de gens qui viennent avec 1 euro en poche, qui repartent avec des millions. Nous, on est arrivé avec quelques dizaines de milliers d'euros et on est reparti sans rien. Ah oui. Donc c'était un peu, c'était un peu la douche froide. Alors quand je dis sans rien, c'était plus le coût de la vie, tout était délirant. Ouais. Mais pour Aircall, ça a été fou. Pour Aircall, ça a été vraiment une belle accélération. Et surtout, on a mis notre empreinte aux États-Unis et puis on a commencé à avoir cette marque américaine, en fait, Aircall. Et en fait, ça c'est aucun regret, on a adoré. Et puis 6 mois plus tard, on a créé un vrai bureau à New York. Où aujourd'hui, New York, on a 150 personnes à New York. Et l'aventure internationale continue, puisque les États-Unis représentent plus de 30% du chiffre d'affaires d'Aircall. On a ouvert un bureau à Sydney récemment. On a une quarantaine de personnes qui font une bonne dizaine de pourcents du chiffre d'affaires global d'Aircall. Pour la petite histoire, ni mes associés, ni moi n'avons jamais mis les pieds en Australie. Donc, il y a 40 personnes qui bossent, on n'y a jamais mis les pieds. Et t'arrives quand même à garder cette proximité. Ouais. Bah oui, j'ai un super vice-président à Pâques qui gère ça, qui s'en sort très bien. Alors je vais le voir là en février. Que vous avez recruté vous-même. Ouais, qu'on a recruté nous-mêmes, mais avec le Covid, avec tout ça, on ne pouvait pas y aller. Okay. Et donc en fait, on a créé ça sans jamais y être allé. Sans jamais y être allé. Et c'est dingue de me dire que c'est possible en fait, quoi. Et donc, du coup, si on revient un tout petit peu avant, pour finir, qu'est-ce que tu dirais qui a été ta première entreprise ou à partir de quand tu as commencé à entreprendre quelque chose? Ma première vraie entreprise? Ouais. Bah, c'est l'immobilier, je dirais. C'est mon entreprise aujourd'hui, ça le sera toute ma vie, je pense. On n'a pas parlé, mais j'ai acheté un hôtel aussi dans la foulée de tout ça. Avec ce que tu avais... Ouais, avec l'immobilier, que j'ai tout revendu à un moment. Et j'ai dit, en fait, il faut que je consolide. Ça devient trop compliqué d'avoir des appartements à gauche à droite. Et j'ai acheté un hôtel dans le 18e qui s'appelle Maison Barbès. Ouais, je comprends. Qui est un petit hôtel très très sympa. Un petit hôtel. Non, mais au moins c'est petit, ça fait 29 chambres. Ouais. Et j'en suis extrêmement fier parce que voilà, c'est une entreprise en parallèle qu'on a créée avec mon autre associé, Gaëtan, qui je passe le bonjour. S'il nous écoute. Et en fait, le premier entrepreneuriat, c'est un moment, c'est l'immobilier. Tu te rendais compte? Non. Non, je le faisais juste pour vivre, quoi, pour ouais. survivre. C'était de la survie. C'était de la survie. Je veux dire, même... je me souviens, plus jeune, j'achetais déjà, avant qu'Alibaba vraiment soit connu, mais sur Alibaba déjà, des petits objets par centaines, par milliers même parfois, que je revendais après sur eBay, sur une plateforme à gauche à droite. Parce que c'était de l'entrepreneuriat, c'était plus du commerçant. J'étais un petit commerçant. J'ai toujours eu la fibre un peu commerçante. J'aime vendre, j'aime discuter, j'aime parler, je suis bavard. Tu penses que c'est ce qui fait la différence? Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui qu'est-ce qui fait la différence entre toi et peut-être certains qui réussissent pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en plus que les autres ou pas? À part le travail, vu que tu dis que tu as beaucoup bossé, c'est très important. Je pense pas avoir autre chose. Il y a une partie de chance dans l'entrepreneuriat. J'ai choisi le bon produit, bon projet. Ok, on a bossé comme des ânes, mais il y en a d'autres qui bossent comme des ânes et qui n'y arrivent pas. On ne sait jamais au début. On ne sait jamais. Mais après, il y a une chose, il y a un dénominateur commun à tout le monde. Tu peux échouer. Il faut juste savoir se relever. Tu peux encore échouer. Tu te relèves, tu retournes. Tant que tu as ça en tête, si tu as envie de réussir, si tu as l'ambition d'y arriver, si tu es capable de faire des concessions et dire, ah bah ouais, moi le samedi après-midi, je suis pas en week-end, quoi. Le samedi après-midi, je bosse. Dimanche après-midi, je bosse aussi. Ce que j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui. C'était un effort pour toi ou en fait? Non, c'était naturel. C'était naturel. Moi, j'allais sur mes chantiers le samedi après-midi, je revenais couvert de plâtre, quoi, et je rentrais à la maison et j'allais me faire ma soirée. Et les gens me disaient, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais, moi j'ai dormi, moi j'étais à la piscine, moi je faisais du vélo. Moi j'étais sur les chantiers, quoi. Moi d'ailleurs, j'étais plus fier d'être sur les chantiers
que d'aller plus faire une productif. activité. Ouais. Je sais pas si c'est plus productif, mais moi, ça me passionnait. Je m'ennuie sinon. Je suis incapable de rester devant mon salon là et à regarder la télé comme un ignare. Je sais pas faire ça. Après, il y en a, s'ils adorent, c'est cool. Et après, je ne recommande pas cette manière de vivre, mais je dis juste que moi, ça me rendait heureux. Ouais. Et s'il y a bien un conseil que je dois donner aux gens, c'est faites ce qui vous rend heureux. Alors si ce qui te rend heureux, c'est regarder la télé toute la journée, fais-le, c'est pas grave. Mais pense à qu'est-ce qui te rend heureux et qui contribuera à ton succès. En tout cas, si tu veux réussir. Tout le monde ne veut pas réussir. Hein. Et surtout, tout le monde ne sait pas forcément ce qui rend heureux. Bah oui. Ça prend du temps pour certains aussi de savoir. Moi, j'ai découvert à mes dépens. Ouais. Mais j'ai découvert à mes dépens que ce qui me passionnait, c'est quand quelque chose fonctionnait bien, parfaitement. Je suis obsédé par la qualité de service. Je suis obsédé par le client. Quand quelqu'un m'achète quelque chose, je suis obsédé par le fait qu'il soit satisfait. Ça m'obsède vraiment. Ah oui. Je peux ne pas endormir juste de me dire j'ai un client qui a des problèmes. Et donc historiquement, et encore aujourd'hui, beaucoup de clients m'écrivent directement. Sur WhatsApp, par mail, par truc. Parce que bon, évidemment, les premiers clients, c'est les copains, les trucs. Et ils m'écrivent encore. Ils me disent attends, il y a ça. Ah, j'ai eu un problème de facturation. Du coup, tu peux dire à ton équipe facturation de ne pas me couper la ligne. On a un problème de carte bleue. Je suis là, ok, écoute, je vais aller voir. Mais c'est marrant, mais ça m'obsède en fait. Et d'ailleurs, je vais voir l'équipe facturation régulièrement. Et elle sait que je suis comme ça. Tu contrôles tout? Non, je contrôle pas. Mais t'aimes bien voir. Mais j'aime bien savoir ce qui se passe. Okay. Mais c'est de la curiosité, parfois mal placée, mais c'est de la curiosité et j'aime aider. J'aime voir les gens progresser. Et toutes les personnes qui ont travaillé directement ou indirectement avec moi diront, je pense, toujours la même chose. Jonathan, il est dur. Il a le nez partout, un peu trop partout. Ouais. Mais il est juste. Je suis hyper juste. Mon objectif, c'est toujours d'aider la personne. Avec maladresse parfois, je suis très maladroit. Mais l'objectif est toujours d'aider, quoi. Il n'y a jamais de mauvaises intentions, quoi. Pas le temps pour ça. Je pars du principe si on y réussit, on va réussir ensemble, en fait. Je ne réussirai pas seul. Je ne réussirai pas sans les équipes. Les équipes ne réussiront pas individuellement dans une entreprise. Je trouve pas que ça fonctionne. Est-ce que c'est aussi toujours pour ces raisons que tu t'es toujours associé dans tes business? Je pense. Ouais. Tu te vois pas monter un truc tout seul? Ouais. Je dois être trop heureux. Ouais. Tu vois, comme quoi peu. Bah bien même sûr. Si c'est pas la première. Mais évidemment, je suis heureux. Évidemment. Que heureusement, je dirais. Dans l'immobilier, il y a l'hôtel, il y a on a une foncière aussi, on achète des bureaux, des choses. Déjà, je pourrais pas le gérer seul. Mais 2, ça me rassure d'avoir quelqu'un brillantissime avec moi, intelligent, bosseur, sur qui aussi je peux un peu me reposer parfois. Parce que c'est fatigant d'être comme ça, là, à l'aube de mes 35 ans. Alors j'ai très bien profité de la vie, c'est pas le problème. Mais c'est plus de me dire, c'est cool de se dire, j'ai un copain pour avancer. Une main à attraper quand ça va mal, et puis d'aider quelqu'un quand lui ça va moins bien. C'est super fort l'association. Ouais. Je respecte énormément les solo-entrepreneurs. Moi, les gars qui partent tout seuls, qui créent leur boîte de zéro, je dois être trop heureux. C'est dur tout seul, je pense. Et c'est important pour toi du coup de garder toutes ces activités en parallèle ou tu arriverais à te focus quand même? C'est quelque chose où tu t'ennuierais? Je suis incapable de me focus sur une chose. D'avoir ta curiosité de plein de... Je suis trop curieux. J'ai une curiosité, tu peux pas imaginer. Il y a des soirs, il est 20h, 21h, je suis tout seul au bureau. En vrai, j'ai plus rien à faire. Mais écoute, je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de creuser ce sujet. Et je me mets à regarder des trucs qui n'ont pas de sens. Hein. Mes équipes marketing, s'ils entendent, ils savent très bien ce que je fais. Je vais regarder notre SEO, est-ce qu'on est bien placé sur Google, dans les recherches. Je vais essayer de creuser comment on peut faire mieux, etc. Ce qui est à notre niveau complètement débile et improductif. Mais ça me passionne. Oui. Tu vois, ça me passionne. Et au lieu de rentrer chez moi et me mettre bêtement devant la télé, malheureusement, je lis pas. Je pourrais dire, je me pose devant un livre. Bah non. J'essaye d'avancer sur d'autres sujets, quoi. Pour aider les équipes, soulager une équipe. Et moi, ça me rassure. Ça me rassure de me dire que tout va bien. Mais c'est pas du contrôle, hein, vraiment pas. Je contrôle pas. Au contraire, je fais vachement confiance. Mais j'essaye d'aider. Toujours aider, si je peux.
Et quand on est à ton stade aujourd'hui, de quoi on rêve maintenant? Quels sont tes objectifs? De quoi tu as envie? Bah, j'ai envie de voir d'autres réussir, des équipes autour de nous qui s'en vont d'Aircall, où à chaque fois ça me brise le cœur de voir quelqu'un partir, et de les voir eux-mêmes réussir, et de créer un peu comme à l'américaine, une PayPal Mafia, bah, de créer la Aircall Mafia avec d'autres entreprises qui vont rejoindre les licornes mondiales, et réussir dans notre sillon, indirectement, directement ou indirectement. Mais en tout cas, ça c'est un truc dont je serais fier. Et évidemment, amener Aircall à devenir un, un leader sur son marché, qui a un très très gros marché. Plusieurs dizaines de milliards de dollars de dépenses tous les ans. Beaucoup d'acteurs, mais de manière un poil oligopolistique, où il y a une dizaine de gros acteurs mondiaux, et ben, en faire partie, écrire l'histoire française d'Aircall au Nasdaq. Okay. Voilà. C'est très bien. Bah, merci. Bah écoute, merci Jonathan. J'ai été ravie de te recevoir sur ce podcast en tout cas. C'était un plaisir, Charlotte. Merci beaucoup. Salut. Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée conçue spécialement pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs.